Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons tous les vendredis soirs à partir de 21 heures dans le cadre d'Horizon Sport pour faire avec vous le round-up de l'actualité sportive de la semaine. Horizon Sport, vous le savez, c'est rien que du sport. Tout le sport, et avec évidemment toutes les disciplines, parce que chez nous, comme on le dit la règle, pas des sports mineurs, pas des sports majeurs. Bon, pas de sport réservé aussi. On en parlera évidemment de plusieurs disciplines ce soir dans le cadre de cette autre édition dernière pour ce mois d'avril 2023. Championnat national de football Elite 1 et Elite 2. Les clubs dans les starting blocks pour la dernière journée, tant en Elite 1 qu'en Elite 2. Alors que les tensions et les échauffourées ont été enregistrées de part et d'autre cette semaine. On est en droit de s'interroger sur cette recrudescence de la violence dans nos stades. Pendant ce temps, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, lui, s'attaque aux fédérations sportives civiles nationales. Pourquoi, justement, le cas des entraîneurs de certaines sélections nationales, les nominations des directeurs techniques nationaux divise? Pourquoi ça fait problème? On en débattra dans ce problème. Nous reviendrons sur cette circulaire ministérielle qui divise. Du côté de l'Algérie, on en parle encore ce soir, ce sont les Lionceaux U17 qui tenteront de défendre leur titre de champion dès le 1er mai prochain à l'occasion de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, catégorie U17 qui se déroulera du côté de l'Algérie. Les Lionceaux qui ont livré plusieurs matchs amicaux du côté de la Tunisie avant le cap sur Annaba où est logé le groupe C dans lequel évoluera les Lions indomptables. On fera d'abord le bilan sur la dernière étape de préparation de l'équipe U17 du Cameroun, le bilan, les chances justement pour ces Lions dans cette 15e édition de la CAN U17. On ira également parler natation avec le deuxième regroupement dans la Ligue régionale des natations et sauvetage du littoral. On annonce ce deuxième regroupement pour ce samedi 29 avril, ici même à Douala. Basketball, on en parle, tout comme handball. Également au menu de cette autre édition, Horizon Sport. Pour le gros dossier du jour, je le rappelle, les violences dans les stades, recrudescence de la violence dans les stades. C'est encore plus grave pour cette saison sportive. On en débattra largement dans cette autre édition Horizon Sport. Je parlais tout à l'heure de natation. Nous avons fait venir l'entraîneur national à la Fédération camerounaise de natation et sauvetage, Monsieur Zouango Maurice. Coach Zouango Maurice, voilà, je vais habiller ça, coach. Vous êtes, bonsoir, bienvenue, coach. Bonsoir et merci. Bonsoir aussi à tous le plateau et aux auditeurs qui nous suivent. Je rappelle que vous êtes entraîneur national. Oui, entraîneur national de natation junior senior parce que c'est fait en deux groupes. Il y a un groupe entraîneur jeune, national jeune, et un groupe entraîneur national monsieur. Voilà, là on parlera évidemment, c'est vrai, si c'est tranquille à la Fédération camerounaise de natation, il n'y a pas du rififi là-bas dans votre fédération, tout va bien. Oui, tout va bien, mais vous savez, quand les gens sont en groupe, il y a toujours des petits des tiraillements, mais le fond est là. Nous avançons efficacement et bien. De toutes les façons, on est là, il y a un événement de natation qui aura lieu demain. On en parle dans cette émission, deuxième regroupement ici à Douala. Voilà. Et on parlait de football élite 1, élite 2, et il y a un responsable de club avec nous sur ce plateau. Lui, c'est Monsieur Aurélien Dior. Il est un habitué d'ailleurs du plateau. Bonsoir et bienvenue Aurélien. Bonsoir Sa Majesté, bonsoir ma chère copanéliste et à tous les nombreux, n'est-ce pas, téléspectateurs de Horizon Foot. Allez, je rappelle, j'ai dit vous êtes responsable du club. On va dire c'est le Tonnerre Calara. C'est le Tonnerre Calara Club, effectivement, qui a fait pas une bonne saison et qui s'est retrouvé là où il est aujourd'hui, mais heureusement on a fait une assemblée générale pour repartir à zéro parce que vous savez c'est pas la fin du monde.
tout passe, la vie continue. Il faut savoir, n'est-ce pas, trébucher et voir là où vous êtes tombé, réorganiser pour que cela n'arrive plus. Donc, l'heure est à l'organisation maintenant, au lieu de la panique, pour se relancer. On a vu des équipes toucher le fond et puis revenir. Donc, voilà le cas du TKC aujourd'hui. Félicitations à tout le bureau qui a été, n'est-ce pas, installé lors de l'Assemblée générale extraordinaire, supervisée par la Fédération camerounaise de football. On reviendra sur l'actualité au sein du Tonnerre. On sait que ce qui s'est passé au Tonnerre au courant de la saison ne laissait pas entrevoir une belle issue. Tout à fait. Donc ce qui devait arriver est arrivé. Tout était organisé pour que le Tonnerre arrive à ce stade. Donc vraiment, c'est cette situation. Vous savez, quand vous mettez un CPG, vous comprenez, le président avait démissionné. Et c'était vraiment une bonne chose parce que ce président qui a fait des échecs pendant 2 saisons où l'équipe était toujours reléguée et pour chance, n'est-ce pas, phénomène naturel, il y a eu le Covid, on a vu, et puis le président Lafay Kafour qui est revenu, le Tonnerre était déjà descendu, il a dit non, on remet les choses à la base, personne ne descend et tout, et puis le Tonnerre a été sauvé, on s'est dit non, il faut que ce président essaye quand même de libérer et tout. Il y a eu taux de tiraillement, mais pour finir avec les patriarches, on s'est assis, et ces aînés ont convaincu ce président de libérer un peu et de voir comment les autres, et il a fait poser sa démission, mais sauf qu'on était surpris, au lieu d'organiser une assemblée générale, on nous offre le CPG. C'est là où tout est parti et vous offrez donc un CPG maintenant. Et ceux qui, les 2 fractions, vous dites, bon, ok, on prend 3 de ce côté, on prend 3 de l'autre côté, mais chemin faisant, vous n'encadrez pas, on ne sait pas qui fait quoi en ce moment et le club s'est retrouvé entre les mains de 2 personnes qui se démerdaient comme ils pouvaient et pourtant la liste était à 6 où chacun devait apporter sa contribution pour que le CPG fonctionne. Ayant donc constaté cela, on a fait des correspondances. Ils nous ont dit, ok, allez-y, on voit ceux qui sont en train de travailler. Chemin faisant, ils ont, n'est-ce pas, reçu les convocations à la régulière par rapport aux préparations des matchs, mais personne ne venait. Mais leur nom figurait dans la liste de, n'est-ce pas, de ce comité. Donc voilà donc la situation. Et le TKC a préparé la saison 3 semaines avant le début du championnat de l'élite. Vous pouvez imaginer, je parle sous le contrôle d'un entraîneur de haut vol qui est assis. On sait que la préparation physique, n'est-ce pas, a une bonne durée. Et quand c'est à 3 semaines que vous êtes en train de faire le recrutement, comment vous êtes donc, on jouait en même temps, on faisait les préparations. Et voilà comment est-ce que le Tonnerre a peiné jusqu'à obtenir ce genre de résultat. Allez, on reviendra sur l'élite. D'accord. Sur l'élite tout à l'heure, soyez tranquille. Je comprends que votre désarroi quand on est dirigeant de club et qu'on voit son club descendre comme ça ne fait pas du tout plaisir. Allez, avec nous également notre consultant permanent sur ce plateau, entraîneur adjoint des Astres de Douala, le coach Clément Zeko. Bonsoir. Bonsoir Majesté, bonsoir Coupanelis, bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs. Une fois de plus, je suis heureux d'être là et je crois que la partie vaudra la chandelle. Comme je le disais pour Aurélien, les Astres aussi, ça va pas très bien. Oui, ça ne va pas très bien. Les résultats un peu en dents de scie. Bon, les raisons sont multiples. Et une des raisons, je crois qu'on va en débattre. On reviendra sur les raisons. Une des raisons, on va en débattre en plateau. L'autre, c'est des raisons internes. Et puis, malheureusement, on est très mal lotis. Et puis, on va jouer notre survie. Nous allons nous y atteler pour que cela soit demain. Donc, match combien important pour le maintien des Astres de Douala en élite. Oui, très malheureusement, nous étions éligibles à un moment donné. Pour les playoffs. Tout à fait. Et malheureusement, il y a eu un dysfonctionnement dû à des raisons qui ne sont pas sportivement explicables par la maison Astre, simplement parce que ce sont des raisons extérieures, malheureusement. Bon. Comme on fait son lit, peut-être c'est comme ça qu'on va se coucher et nous osons croire que nous aurons comment on appelle, baraka et tout ce qu'il faut pour que cela aille demain. Voilà, on reviendra sur l'actualité en élite, on parlera des Astres de Douala. Horizon Sport, on l'a dit, du sport, rien que du sport, mais alors tout le sport. Et on va commencer par l'Assemblée Générale du Comité National Paralympique
du Cameroun qui s'est réuni en session ordinaire cette semaine. C'était du côté de Yaoundé. C'est la salle de conférence de la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels qui a servi de cadre à ces travaux fortement courus. Alors, plusieurs résolutions portant sur l'adoption de certains textes ont été prises. L'on note également la création d'une commission d'éthique et antidopage au sein du Comité national paralympique du Cameroun, comme vous pouvez d'ailleurs voir en image. Je vous propose d'écouter à ce sujet les explications de Sa Majesté Jean-Jacques Ndoudoumou. Il est président du Comité national paralympique du Cameroun. Tous les textes ont été adoptés, aussi bien au niveau des plans d'action, des budgets, des rapports des commissaires aux comptes, des rapports d'activité, qu'au niveau des nouveaux textes que nous sommes que nous avons préparés et qui doivent renforcer l'éthique au niveau du mouvement paralympique camerounais. Cette commission existe au niveau de notre institution suprême. Même au niveau du comité olympique, de telles structures existent. Parce qu'il s'agit de promouvoir l'éthique au niveau de notre mouvement également. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il fallait que nous progressions en mettant en place, n'est-ce pas, cette commission. Je dois dire que la commission était même déjà plus ou moins prévue dans les statuts. N'est-ce pas, il y avait une commission qui est prévue pour s'occuper de l'éthique, de l'antidopage. Et nous avons simplement progressé en préparant les textes qui organisent cette commission et en définissant son fonctionnement. Le Comité national paralympique du Cameroun tient son assemblée générale alors que les Jeux paralympiques Paris 2024 arrivent à pas des géants. Les athlètes camerounais ont-ils les chances de qualification pour cette compétition? La réponse de Sa Majesté Jean-Jacques Ndoudoumou, président du Comité national paralympique du Cameroun. C'est là nos deux objectifs. Qualification de beaucoup de parathlètes et participation honorable durant les Jeux. Est-ce que nous pouvons atteindre ces deux objectifs? Oui, nous avons déjà commencé à atteindre le premier objectif parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà 13 parathlètes qualifiés pour les championnats du monde dans 19 épreuves. Nous avons 4 en powerlifting, nous avons 3 en badminton, nous avons 3 en taekwondo, mais il y a une qui semble émerger. Nous avons également en tennis de table un jeune qui était très bon. Donc nous avons au moins 25 de nos parathlètes qui sont encore sur le bon chemin de la qualification parce que pour continuer, il faut réaliser certains minima. Et j'ajoute qu'il y a les sports collectifs. Nous comptons sur le basket sur fauteuil roulant. Nous comptons aussi sur le goalball. Ces compétitions qui vont avoir lieu aux Jeux africains de septembre 2023 au Ghana. Donc nous sommes en bonne voie. Le seul problème, c'est les moyens. Parce que le programme de préparation est déjà là. Nous avons fait des budgets correspondants et nous avons saisi qui de droit. Si les moyens suivent, je suis très optimiste parce qu'au vu des performances de nos jeunes parathlètes, nous avons tout lieu d'espérer. Voilà, Sa Majesté Jean-Jacques Ndoudoumou, président du Comité national paralympique du Cameroun. Vous l'avez suivi, on prépare également les Jeux paralympiques côté camerounais pour Paris 2024. Oui, bien sûr. Nous savons que immédiatement après les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques se tiennent pour la continuité. Nous savons que pour aucune raison, aucun être humain ne doit être discriminé par rapport au sport. Et c'est pour ça que les Jeux paralympiques viennent combler le côté des gens qui ont un handicap. Et là, du train dont ça va, oui, les athlètes camerounais sont, comme on le disait là, entendu de la voix du président, sont en bonne voie. Il y en a qui sont pratiquement qualifiés, d'autres vont sortir après les Jeux africains. Mais simplement, il faut comprendre que les athlètes que nous avons même souvent reçus ici en plateau ont du potentiel et ce potentiel-là, il faudra les valoriser pour que les Jeux paralympiques de Paris 2024 soient l'occasion pour ceux-là de se montrer et de montrer toute la panoplie de leurs talents.
Allez, je vais parler, on va sortir des Jeux paralympiques parce qu'on a beaucoup d'autres sujets. Je voudrais parler maintenant qu'on parle de natation tout de même. Hein. Non, moi, Oui, allez, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose par rapport, n'est-ce pas, aux Jeux paralympiques. Il faut, vous savez, chez nous, l'handicap est toujours vu comme quelque chose où quelqu'un n'a plus à espérer. Vous voyez, donc moi, je souhaiterais que cela soit vulgarisé pour que tous des gens qui ont des manquements physiques puissent, n'est-ce pas, qu'on puisse leur faire comprendre que en dehors du fait de rester, être peut-être dans la mendicité et tout, il y a le sport aussi qui est réservé pour eux, qui peut vraiment nourrir son homme. Et de ce côté, ils peuvent s'épanouir aussi d'une autre manière, en faisant du sport, en faisant de la compétition. Mais maintenant, c'est ceux qui sont en charge qui doivent vraiment faire la promotion partout dans les quartiers, et dans des zones, dans les arrondissements, pour que cela soit vulgarisé et que tous ceux qui pensent que quand on est handicapé, quand on a peut-être un problème physique, quand on est handicapé en général, c'est fini, ça veut dire qu'on est une personne à part. Non, en les mettant, en faisant cette promotion, je pense que ça va motiver tous les gens qui ont des manquements à s'y mettre à fond et puis peut-être pourquoi pas gagner le pain quotidien à travers, n'est-ce pas, ce sport. Ah, comme pour dire, ce ne sont pas des laissés pour compte. Hein. Là, tout à fait. Également, on pense à eux et ils ne sont pas des êtres à part. Non. Par exemple, nous, on a vu ici au niveau du centre d'accueil, la coupe, c'était la Coupe d'Afrique ou bien qu'est-ce qu'on a joué au centre d'accueil. Et vraiment, c'était très bien. Il y avait une équipe nationale, voilà, déficience visuelle. Vraiment, ça abondait du monde et tout. Et ces joueurs étaient des stars à un moment, et c'était des images télévisées et tout, et on a connu certains, n'est-ce pas, joueurs qui étaient reconnus et qui étaient devenus des stars. On a eu le franco-camerounais, champion du monde déficient, voilà, tout à fait. Voilà, qui nous venait de la France, il joue pour l'équipe de France. Donc, c'est un sport, hein, si on est déficient visuel ou intellectuel, on ne va pas se sentir, on ne va pas croire qu'on est abandonné. Non, tout à fait, c'est ça. On encourage cette initiative-là de Sa Majesté Jean-Jacques Ndoudoumou. Alors, on va parler natation, puisque je parlais tout à l'heure en début d'émission de ce deuxième regroupement de la Ligue, du côté de la Ligue régionale de natation, hein, pour le littoral. On a là les images, hein, je pense que c'était le premier regroupement. Alors, coach, vous êtes à la Ligue. Là, je pense il y avait des épreuves, hein, il y avait des épreuves encore le week-end dernier de ce côté-là. Et là, c'était les anciens champions. Je me rappelle, c'était les anciens champions. C'était les anciens champions de natation qui étaient déjà là pour motiver les jeunes. C'était une sorte de motivation apportée à ces jeunes-là qui doivent prendre part à ces tournois. Quelques techniques de natation qui ont été... Voilà, on allait donc le coach a un peu mieux nous expliquer ça. Oui, moi j'étais ce jour dans l'eau. Ouais. Voilà, vous étiez dans l'eau, hein, je me souviens. Moi j'étais ce jour dans l'eau. Ouais. C'est un ancien nageur qui est parti il y a longtemps et qui, de là où il se trouvait, il a préféré créer un club. Et quand il a créé dans ce club, il est venu au Cameroun pour des besoins personnels. Et pour lui, quand il partait, il n'avait pas passé la main. Donc pour lui, il fallait passer la main aux jeunes nageurs. Et voilà pourquoi il a fait la messe de natation. Cette messe de natation voulait que tous les anciens nageurs montrent aux jeunes comment ils ont nagé et les qualités techniques qu'ils ont eues et les lacunes qu'ils reprochent aux jeunes nageurs d'aujourd'hui. Il fallait qu'on fasse une démonstration des cartonnages homologués, ce qui a été fait, et les jeunes sont venus nous retrouver au milieu du bassin et nous sommes sortis ensemble pour qu'ils prennent le relais et puis nous restons au bord du bassin à les regarder.
On vous a vu dans la piscine, on a également vu le président lui-même, le président même de la Ligue, M. Massé, lui également, Richard, qui était lui également. Il y a même eu cette course-là, ce relais, où il a fini par sortir vainqueur, comme pour dire aux jeunes. Voilà, nous avons encore. Ici, c'est la Cité SIC. Ouais, c'est la piscine semi-olympique de la Cité SIC. C'est bien ça, là. Voilà. Piscine semi-olympique. Là, on parle natation. Mais là, maintenant, il y aura compétition. La compétition, ça va être demain? Oui, la compétition a lieu demain à Green Sport Académique. C'est à Loubissou. Nous allons commencer dès 9h. Nous allons commencer dès 9h. Le regroupement des officiels techniciens et autres, c'est à partir de 7h. Bon, pourquoi nous commençons? Déjà parce que l'arrivée du nouveau président Richard Massé, il a amené une autre manière de faire, comme le slogan le dit, la natation aux nageurs. Et la primeur passe aussi par les nageurs. Comme il dit, il ne peut pas avoir 100 francs. Partager 100 francs à moitié pour que les nageurs aient 50 francs. Il peut faire donner 90 francs aux nageurs. Et le reste, c'est partage avec son équipe. Donc pour dire que depuis cette arrivée, il a mené une nouvelle politique qui est de regrouper les gens autour du bassin. Il s'y met vraiment, il fait sa page, bruit partout pour que les gens s'intéressent et ça prend bien, puisque à chaque fois on demande quand la compétition de la Ligue. Je crois que nous sommes en train d'aller dans ce sens et que l'ouverture de saison de la Ligue a attiré les attentions de certains mécènes, ce qui a fait que cette fois-ci il a accompagné, pas entièrement comme il pensait, mais il a accompagné. Voilà, ce qu'on m'a dit, hein, Aurélien, avant de revenir peut-être au coach, c'est qu'aujourd'hui, quand même, ce qui est intéressant, c'est que dans certaines ligues, les présidents qui sont placés là, on sait que le mandat, c'est 2 ans. Il faut faire tout et tout pour que 2024, il faut s'arrimer aux normes olympiques. Et là, on voit véritablement, contrairement aux années antérieures, que dans certaines fédérations où on ne voyait d'ailleurs les allais qu'à la finale, on ne voyait d'ailleurs que la remise des trophées. À aucun moment on ne voyait quand les compétitions se déroulaient, mais on entendait seulement parler des finales. Et on était surpris que le jour de la finale de la Coupe du Cameroun de football, qu'on voit le chef de l'État remettre des trophées à plus d'une quarantaine de fédérations. Et on se posait la question, mais à quel moment ils ont compéti? Ils ont compéti. Mais là, au moins, je pense que le premier regroupement, nous avons couvert le premier regroupement de natation. Là, on parle du deuxième. Effectivement, on peut dire que là, les choses bougent à natation. Oui, mais je suis en train de voir que la mayonnaise est en train de prendre. Moi, je suis même très surpris. Parce que moi, je me dis qu'il y a des gens qui viennent dans un certain sport par rapport à leurs objectifs personnels, c'est-à-dire faire des voyages, prendre des budgets et essayer d'utiliser sans essayer de vulgariser. Vous voyez aujourd'hui que tout le monde a les yeux rivés sur ce qui nous casse la tête aujourd'hui, le football. Et pourtant, il y a des disciplines, n'est-ce pas, qui sont très prometteuses, qu'on peut vraiment amener des enfants. Moi, je pense qu'au niveau du littoral, avec le président de la Ligue, je chercherai, n'est-ce pas, à le rencontrer pour essayer de lui donner à mon niveau, comment est-ce qu'il peut vulgariser à travers même des écoles primaires, à travers des collèges, comment vulgariser, où est-ce que les enfants peuvent se retrouver. Parce que les enfants, nous par exemple, je vous prends l'exemple de moi, ce week-end, je dois amener les enfants au niveau de la piscine parce qu'ils aiment seulement entrer dans l'eau avec des moniteurs qui sont là. Et pourtant, s'il y avait un cadre pour des enfants qui ont 10, 11 ans et tout, comme un centre de formation, et tout ça, parce qu'il faut y penser. Quand je regarde par exemple un pays comme l'Espagne, quand vous allez au tennis, ils sont champions. Vous allez au cyclisme, ils sont champions. Vous allez au handball, vous trouvez Barcelone, vous trouvez ceci. Donc, ils sont dans tous les sports, les disciplines sportives. Et puis, vous voyez que des gens, tout le monde ne peut pas faire football. Il y a le handball, il y a toutes ces disciplines et des gens ont des prédispositions pour ces choses. Mais maintenant, il faut que ceux qui sont en charge
amène, n'est-ce pas, les jeunes par rapport à leur technique à développer, n'est-ce pas, la vulgarisation au niveau des écoles pour que tous les enfants s'intéressent. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que les enfants aujourd'hui aiment beaucoup la natation. Ils demandent toujours aux parents qu'ils veulent aller à la piscine et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les équipes, que le Cameroun ait même une équipe nationale digne de ce nom où les enfants sont formés à la base? Parce que nous, on sait aujourd'hui, quand vous voyez les Kylian Mbappé jouer, c'est des gens qui ont commencé la formation quand ils avaient 5 ans. Donc, il ne faut pas prendre des gens déjà à un certain âge, il faut former à partir de... C'est là où il y a cette souplesse, la facilité, n'est-ce pas, à un enfant de pouvoir, n'est-ce pas, administrer ou bien comprendre, n'est-ce pas, les techniques très facile avec toute la souplesse parce que l'enfant à un certain âge a l'esprit très ouvert et quand il est formé à la base, vous voyez à un certain âge, il devient professionnel. Donc moi je dis que vraiment c'est louable. Ce président est en train de faire un travail vraiment appréciable, mais qui ne s'arrête pas là. Il faut vraiment chercher à vulgariser, mais déjà c'est dire quelque chose parce que selon ce que Sa Majesté disait tout à l'heure, moi-même quand je regarde la Coupe du Cameroun, ils sont alignés avec des bien habillés et ils prennent des trophées et on n'a pas vu à quel moment ils ont compéti ou alors un tournoi quelconque. C'est l'un des chantiers quand même du président de la Ligue quand il parle de vulgariser, d'aller dans les établissements scolaires. Oui, je vais apporter un peu de l'eau dans le moulin de nos voisins pour dire que déjà le ministre, il y a en back-office, il y avait une démarche que l'UNESCO avait engagée au Cameroun pour la formation au niveau scolaire, et le sauvetage et natation. Donc, il n'y a pas longtemps, c'est peut-être un scoop pour vous, il n'y a pas longtemps, le ministre a signé la note d'action qui nous envoyait déjà, qui nous autorisait d'ouvrir une académie en milieu scolaire, primaire et secondaire. Bon, dans le programme du président de la fédération, il a dit qu'on va commencer cette année avec les établissements qui sont autour de la piscine, le temps de mieux organiser la chose et descendre sur les établissements. Je crois que c'est un grand projet qui va mobiliser beaucoup de gens et qui va intéresser tout le monde. Parce que moi, comme vous devez le comprendre, la natation avant d'être un sport est d'abord une thérapie physique. D'abord une thérapie physique qui apporte beaucoup de réponses et qui guérit beaucoup de maux physiques. Donc, quand on a un enfant à bas âge qui commence déjà à apprendre à nager, à partir de demander que chaque maison devait avoir quelqu'un qui fait le secourisme, et qu'un enfant de 6 ans trouve un problème et qu'il n'attend pas appeler à l'aide mais qui commence à agir, c'est le but de cette formation. Maintenant, l'implication de la Ligue est de taille puisque le lancement de ce projet commence au niveau de la Ligue régionale du littoral et le président national et le président Richard Massé tiennent régulièrement des réunions pour la faisabilité. Donc, bientôt vous aurez des réponses à ce que vous voulez. D'accord. Coach Clément Zoko, pour sortir de ce sujet avant de revenir enfin sur la natation au sortie de l'émission, je voudrais quand même dire qu'il se pose quand même un problème. On parlait là, c'est à la piscine semi-olympique de la CTC. Il se pose un problème d'infrastructure aussi côté natation. Oui, les plans d'eau, il y en a pas. Voilà, c'est vrai, le deuxième regroupement aura lieu au GIMS, GIMS Sport Academy, qui est un complexe privé. On va le dire, c'est privé. C'est privé. Voilà. Tout comme la natation n'est pas éloignée du problème que ce que pose aux autres disciplines, à savoir que c'est l'initiative privée qui aujourd'hui amène à faire un certain nombre de compétitions. Quand vous allez au foot, si vous n'avez pas l'Easter Cup, si vous n'avez pas la CSC, si vous n'avez pas ce qui se passe à Acadie Sport Academy, si vous n'avez pas ce qui se passe à Semence ou à Dauphine, il y a que les jeunes ne joueront pas. Tout à fait. Mais maintenant, que la fédération organise effectivement le football jeune, c'est ça qu'on est en train d'attendre. Pour revenir à la natation, oui, les plans d'eau, le plan d'eau existant aujourd'hui, officiellement, c'est la piscine de Bassa. En dehors de ça, il faut aller dans l'initiative privée pour retrouver les plans d'eau. Et si l'initiative privée n'a pas un intérêt particulier à faire cette activité, il va se trouver que les enfants seront un peu freinés dans leur élan. Oui, sur le plan du loisir, les enfants aiment
bien nager, ils veulent bien entrer dans l'eau. Mais il ne faut pas qu'on entre dans l'eau sans que quelqu'un soit à côté pour pouvoir éviter que l'eau ne soit un facteur de décès. Parce que je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, au lycée technique de Bonanoubé, par exemple, il y a eu un décès simplement parce que l'enfant est allé dans l'eau alors qu'il ne fallait pas y aller. Donc, il faut comprendre que c'est l'initiative publique qui soutient un peu l'action dans les fédérations aujourd'hui. Et pour cela, il faut, au niveau de la natation, que les plans d'eau voient le jour. On a construit les infrastructures pour le football, on a fait des gymnases, on a fait les piscines. Maintenant, il faudra véritablement que ces piscines-là fonctionnent. À Japoma, il y a une piscine. Il faut que cette piscine soit prête. Elle est prête? Mais elle n'est pas encore, vous pouvez encore l'utiliser. Il y a une piscine. Elle est prête. Elle est prête. Oui, il y a une piscine. Il faut qu'on soit capable déjà de l'utiliser. Autant qu'on est en train de le faire. Tout ce temps qu'on passe à entretenir l'eau de la piscine du Japon, c'est une charge, c'est un coût. Alors qu'on peut mettre ça à notre disposition pour que nous puissions exploiter. Oui, vous voyez qu'il y a... Mais faites les démarches, coach. Il y a ce plan d'eau. Si je le dis, c'est pas parce qu'on ne fait pas les démarches. Voilà. Il y a le plan d'eau de Japon qui existe déjà. Ça va venir accompagner celui de la cité SIC. Et à côté, ainsi de suite, l'initiative privée. On va pouvoir engranger le plus de jeunes possible pour venir vers la natation. Non, le potentiel est là. Les sportifs, ils sont là. Il y en a. Mais maintenant, c'est l'encadrement et l'encadrement adéquat pour pouvoir amener les joueurs, les sportifs à la compétition de haut niveau. Parce que demain, il faut qu'on pense à comment faire pour glaner les médailles. Il ne faut pas seulement aller participer. C'est vrai, l'olympisme dit que l'essentiel est de participer. Non, aujourd'hui, là, l'essentiel n'est plus de participer. Il faut aller à une compétition pour pouvoir glaner une médaille et inscrire le nom et de l'athlète et de la nation en lettres d'or dans les annales de cette compétition. Pendant ce temps, on nous annonce la 23e édition des Jeux universitaires qui aura lieu du 29 avril, donc à partir de demain, et ce jusqu'au 6 mai 2023. Ce sera du côté de Ngaoundéré, à l'université de Ngaoundéré, au campus de Ndang. Cette édition a pour thème contribution des Jeux universitaires à la construction de la paix et du développement durable. Alors à cette édition sont attendus près de 4208 participants, donc 3151 athlètes et membres des fan clubs, et puis 317 encadreurs, 350 officiels techniques et 290 responsables et membres de délégations. 22 institutions universitaires publiques et privées, donc les trois nouvelles universités d'État, celles de Bertois, de Bourleval et de Garoua, vont rivaliser d'Agresse dans 11 disciplines sportives et culturelles, le tout dans une ambiance de fair play, de convivialité et de brassage et de recherche de l'excellence académique et professionnelle. Là, on parle des Jeux universitaires. Là également, c'est important, hyper important. Hyper important, oui. Hyper important parce que vous voyez, à partir des Jeux universitaires, moi j'ai connu certains joueurs de l'équipe nationale comme les Tamak Charlie. À l'époque, quand j'étais tout petit, je jouais à l'équipe nationale. J'ai connu beaucoup de joueurs qui ont joué dans les Astres, n'est-ce pas, à partir de l'université, qu'ils ont été découverts par ces entraîneurs qui ont retrouvé, n'est-ce pas, l'élite et après l'équipe nationale. Donc, vraiment, c'est aussi une plateforme, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, non seulement c'est l'épanouissement, mais vraiment, c'est un lieu d'excellence pour la détection des talents aussi. Donc, vraiment, moi, je dis c'est une très bonne. Et tel que je vois, vraiment, c'est depuis le déroulement des Jeux universitaires, je n'ai pas suivi de quoi que ça se passe hyper bien. C'est au début qu'il n'y avait pas de repères et tout, mais quand vous voyez les images là maintenant, presque tout est fin prêt. Et j'ai vu aujourd'hui comment le recteur était en train de danser et tout. Il y avait des danses traditionnelles et tout par rapport à l'événement qui sera lancé demain. Donc vraiment, je dis, c'est louable. Et vraiment, c'est une bonne chose que ça soit seulement maintenu et que les enfants soient bien encadrés parce que c'est 4000 personnes et tout qui iront dormir de part et d'autre. Il faut vraiment le dire. Avant que je vous donne la parole, je vous propose, peut-être ça va vous inspirer, vous édifier encore plus. Je propose qu'on écoute le coach Manga de l'université des Boya qui fustige, lui, l'organisation. Vous allez voir que
C'est de ça. Antérieur ou ce qui se Ah, passe? on va l'écouter. En perspective, allons-y. Tanguy, I'm a third down black belt holder in judo. I'm the coach of University of Bamenda, and we arrived here yesterday with a very negative impression because we had nobody to really welcome us. The lodging facility and the protocol is very poor. They have hosted our students in I don't know the type of condition, no water, no mattress, nothing. They just pack all of them in the same room. For the coaches also, you see this dilapidated building, that's where they have kept us. No light, no lock on the doors in the rooms, no water, no toilet, nothing. So some of us have actually gone out there to at least have a room and see if the situation can change. Ouais, moi c'est Monk Wilson, joueur de basketball de l'Université de Yaoundé 1. Bon, nous sommes arrivés depuis hier, nous sortons de la première séance d'entraînement et l'impression que nous avons que l'atmosphère bonne, il y a tout y est pour une bonne compétition en fait. Le climat est très changeant. Par exemple, la nuit il fait très froid et le matin aussi. Et il y a aussi un soleil en journée vers midi là, mais on va gérer, on va s'adapter, on s'est préparé pour cela. Je m'appelle Somini Johanna Jones, nous venons de Chang. Nous faisons du volleyball dames. Nous sommes arrivés hier aux environs de 13h et nos premières impressions, c'est le climat. Il fait d'abord très chaud, mais bon, nous sommes arrivés en pleine. Après notre arrivée, il y a eu une pluie, mais jusque-là, tout va très bien. On a eu quelques petits soucis de logement, mais tout est réglé, tout est OK. À part la chaleur, c'est pour ça qu'on s'est procuré des chapeaux. Voilà, c'était justement pour planter le décor. Vous avez compris, tout à l'heure, vous voyez que c'est pratiquement là, vous étiez en train d'encenser l'organisation. Mais là, ceux qui sont sur le terrain et les entraîneurs les athlètes ne se plaignent pas trop. Ils parlent de la chaleur au niveau des athlètes. C'est le coach qui est entré peut-être dans certains détails où il parle de l'eau, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas tout ceci, cela. Mais bon, je me dis que si vous revenez vers lui aujourd'hui, parce que même les athlètes l'ont si bien dit, ils ont dit, bon, il y a eu quelques petits soucis, mais aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre. Donc moi je me dis que ça peut être comme ça quand vous venez d'arriver, tout vous paraît difficile et tout, mais avec les plaintes au fur et à mesure, on essaye de résoudre selon les arrivées. Moi c'est ce que je pense, hein, c'est ce que je pense. Coach Clément Zeko. Oui, j'ai écouté les récriminations des différents responsables de délégation qui se plaignent de n'être pas logés à la bonne enceinte, qui se plaignent des conditions d'hébergement. Et puis j'ai aussi écouté par ailleurs que le recteur de l'université de Ngaoundéré, hôte des Jeux, prend en charge les délégations à partir de samedi, donc demain. Donc les universités qui sont en déplacement devraient, dans leur processus d'acclimatation, prendre en charge leurs athlètes avant le début officiel des Jeux. Parce que si les Jeux commencent samedi et l'organisation ne prend les athlètes en compte que samedi, il faut venir un peu avant, mais quand vous venez avant, vous prenez à votre charge et ensuite maintenant vous entrez dans le package de l'organisation. Ça n'a pas été le cas. Peut-être on va fustiger l'université de Ngaoundéré hôte des Jeux, mais ce serait mal comprendre les textes organisant les Jeux universitaires qui voudraient pour la circonstance que les athlètes ne soient pris en charge qu'à partir du samedi. Donc il y a le temps d'acclimatation et maintenant votre temps d'acclimatation doit aussi être fonction de votre bourse. Les gens qui viennent de loin peuvent passer un jour, 2 jours pour pouvoir bien s'acclimater. Ceux qui sont à côté doivent venir. Si vous partez de Baïtoa, Ngaoundéré ou bien de Garoua, c'est pas compliqué. Mais par contre, quand vous venez de Bamenda, vous venez de Chang, vous venez de... C'est un peu plus compliqué et il faudra donc dans cette organisation-là. Donc, et à côté, les jeux, c'est pour, oui, le côté festif, le côté d'animation, c'est bien. Brassage, mélange de cultures,
vivre ensemble, oui. Mais après, ce sont les jeux. Les jeux, c'est la performance. Comment fait-on pour réaliser la performance si déjà l'athlète qui doit réaliser cette performance, la veille de sa compétition, n'est pas encore serein, n'est pas bien logé, n'est pas vraiment pris en compte pour qu'il soit en pleine possession de la mesure de ses talents pour pouvoir les étaler, pour être capable d'aller à la conquête de la médaille. Et à côté, lorsqu'on gagne une médaille aux Jeux Olympiques, aux Jeux universitaires, ça donne droit à quoi? Peut-être la récompense illico presto là, parce qu'on vous a donné une médaille, on va dire que votre université est classée. Et après, basta. Donc il faudra qu'on pense un peu plus au-dessus pour voir qu'est-ce qu'il faut faire davantage. Qu'est-ce que ça doit donner? Quelle émulation supplémentaire ça peut pouvoir susciter pour que les jeux ne deviennent pas simplement un carnaval? Parce que, à mon sens, c'est un carnaval où il y a brassage, où il y a une animation, où les étudiants se connaissent, où les responsables entrent les uns en contact avec les autres. Mais après, derrière, il y a une performance qui va pouvoir être réalisée. Voilà, je pense qu'on suivra. Hein. Voilà, ouais. c'est les bouts en bout. S'il y a des couacs, puisque nous avons des reporters là-bas, on a une équipe de ce côté-là, on va informer tout le monde. Mais toujours est-il que nous souhaitons que tout se passe bien. Dans de bonnes conditions, comme d'ailleurs l'a dit le ministre. Allez, on va rappeler tout simplement que la commission des infrastructures et équipements sportifs, tenait des équipements sportifs de la Fédération camerounaise de football était en réunion. C'était samedi dernier ici à Douala. Il était question d'abord de faire le point sur les résolutions qui avaient été prises lors de la première assise. Vous savez, la FECAFOOT a prévu de construire le président de la FECAFOOT avait promis 12 stades dans les différentes régions ou départements où il n'y a pas de stade de foot. Alors le chargé des missions, comme vous pouvez le voir, Mabouan Kessak, lui était là justement pour déjà situer toute la commission sur l'avancement des travaux, parce qu'il fallait trouver déjà des terrains sur lesquels il fallait construire ces stades-là. Et puis tout planifier, mettre en œuvre. Et puis comme vous avez vu sur le plateau, il y avait déjà il y a eu l'appel d'offres qui a été lancé pour différents prestataires, ceux qui pourraient justement implémenter tout ce plan d'action-là. Et ça s'est terminé. Donc, vous avez suivi, là aujourd'hui, pour ceux qui pensent, comme pour dire que si, parce qu'on a vu les gens poser la question, le président Samuel Eto'o, il avait promis des stades. Où sont ces stades-là? Comme pour dire que la commission est en train de travailler. Aujourd'hui, on travaille justement, et le président de la commission et tous ses membres sont en train de travailler pour que ces stades soient véritablement voir le jour, sortent de terre. Ça, ce sont des plans qui ont été proposés, des stades qui ont été proposés par différents prestataires. Il reste maintenant à soumettre cela à l'appréciation du président de la commission, qui va en fin de compte soumettre ça à l'appréciation du président. Et c'est le président Samuel Eto'o qui, en dernier ressort, pourra donner son accord, pourra faire le choix. Voilà. Allez, en attendant que ces stades sortent des terres, on va aller déjà sur les stades sur lesquels le football proprement dit se joue déjà, avec évidemment, il s'est passé, vous le savez, beaucoup de choses cette semaine sur nos terrains. Et vous avez suivi, je vous en dis rien, vous avez suivi le championnat cette semaine, élite tout sur tout. Là, c'était catastrophique. Alors, on va suivre d'abord cet élément de Nana Sabin qui revient sur les faits qui se sont déroulés mercredi dernier ici à Douala, et puis commentaire. Dans ce stade sorti de la brousse à la faveur de la CAN 2021, il ne s'agit pas d'un animal attrapé par la foule. C'est un être humain, un homme, le nommé Amoros Matechouette, l'arbitre du match AS Lausanne contre Rangers de Bafut, qui est ainsi frappé avec violence, battu presque à mort par des supporters furieux au coup de sifflet final. Une furie devenue incontrôlable en raison de l'insuffisance des effectifs de police et de gendarmerie sur le terrain.
Les agresseurs, présentés par la FECAFOOT comme étant les supporters d'AS Lausanne de Yaoundé, accusent l'arbitre d'avoir favorisé la victoire de l'équipe visiteuse sur le score de 2-1. Un score qui compromet les chances d'AS Lausanne dans la course à la montée en Elite One au profit des Dynamo Club de Douala, dont la victoire à domicile contre Unisport du Onkam est aussi contestée par des clubs rivaux. Comme à Olembe et Japoma, le stade municipal de Bertois a été aussi le théâtre des menaces contre l'arbitre du match qui s'est soldé par la défaite de l'équipe locale devant Victoria United 1-2. De nombreux autres cas d'agression contre les hommes au sifflet ont émaillé cette saison sportive qui tire à sa fin. On n'a jamais autant contesté l'arbitrage sur une seule saison au Cameroun. Au fil des journées de championnat, les soupçons de tricage de matchs impliquant certains arbitres et des responsables de la Fédération camerounaise de football ont mis le feu aux poudres dans des stades. Le football camerounais est désormais face au défi de la perte de confiance du public. Qu'est-ce qui explique la récurrence des violences dans les stades lors des championnats d'élite au Cameroun? En réponse à cette question, plusieurs observateurs avertis pointent un doigt accusateur sur l'arbitrage approximatif, on va le dire, parfois influencé par des soupçons de corruption. Plus de détails avec Fabrice Hello. Des officiels pris à partie par des supporters. Ces scènes sont devenues récurrentes dans les stades lors des championnats de football professionnel au Cameroun. Au moins 3 facteurs sont à l'origine de ces actes de violence. Au premier banc des accusés, une crise de confiance entre le public et les officiels, selon plusieurs observateurs avertis. De mémoire de reporter, je ne me souviens pas d'une saison sportive où il y a eu autant d'actes de violence sur les hommes en noir. C'est un peu cette forme de crise de confiance qu'il y a aujourd'hui entre d'abord le public et ceux qui dirigent les matchs, parce que quand vous arrivez dans un match de football et qu'on vous dit que le score a été arrêté à l'avance et que telle équipe doit forcément perdre et que l'autre doit aussi forcément gagner, évidemment que quelque part quand ça se réalise, les gens autour sont tentés de venir en découdre avec l'arbitre. La question qu'il faut se poser aussi, c'est de savoir par qui est-ce qu'ils sont corrompus. Est-ce qu'ils sont corrompus par les dirigeants de club? Est-ce qu'ils sont corrompus par des personnes tapis dans l'ombre? Est-ce qu'ils sont corrompus par les dirigeants du football camerounais en eux-mêmes? Si d'aucuns parlent de soupçons de corruption, d'autres accusent l'inexpérience de ces hommes en noir. Au moins la moitié des arbitres qui sont promus sont immatures. Je l'ai dit il y a de cela 2 ans que les présidents de club vont souffrir parce que nous sommes partis, ça fait 2 ans. Nous étions nombreux, nous avons acquis beaucoup d'expérience, nous étions aidés par beaucoup d'anciens aussi. Malheureusement, cette vague qui arrive trouve beaucoup d'anciens qui partent directement à la retraite. Et ces jeunes sont là. Mais il faut reconnaître que tous ne sont pas pareils. Il y a ceux qui sortent du lot. Dans ces actes d'un autre genre, la responsabilité incombe aussi aux supporters, parfois mal formés et informés sur certaines lois de jeu. Nous avons sur un problème, le public qui ne maîtrise pas les lois de jeu. Ce n'est pas parce qu'un arbitre est en train d'être molesté et tué qu'on dira qu'il a fait une mauvaise prestation. Parfois, c'est l'autre côté qui ne comprend pas l'interprétation de la loi. C'est facile aujourd'hui de dire que lorsqu'on va sur Google, on frappe, on a toutes les lois de jeu. Oui, c'est vrai, mais il faut savoir les interpréter. Si à la suite des fautes mal appréciées, les supporters réussissent à retrouver l'air de jeu pour molester les arbitres, c'est aussi parce que la sécurité dans les stades est parfois quasi inexistante, comme le témoignent ces images amateurs. Des scènes qui pourraient se répéter si rien n'est fait pour stopper la saignée. Voilà un reportage de François Dikoumé et Fabrice Elomou. Quelle sanction pour les auteurs de ces actes ignobles? Jean-Paul Mboyo a rencontré journalistes et chroniqueurs sportifs. Je vous suggère d'écouter ce reportage. À la suite des actes d'une rare violence commis au préjudice de Sir Matéchouette Amoros, arbitre du match de football opposant Lausanne FC à Rangers de Bafut par des supporters de ces 2 formations au stade annexe d'Olembe en championnat d'élite tour. Les hommes de médias exaspérés
en appelle à des sanctions lourdes. La violence, c'est intolérable, c'est inconcevable. Cette fois, j'attends véritablement que la Fédération camerounaise de football fasse preuve de main lourde en touchant les clubs là où ça fait mal, c'est-à-dire 1 au niveau de l'argent, 2 au niveau des points. Et je pense que ça peut être efficace pour notamment envoyer un message déjà à d'autres clubs. Si l'instance fêtière, dans un communiqué, condamne avec la dernière énergie ces faits de violence, il reste que cette nouvelle agression est un triste fait de hooliganisme qui rappelle à quel point la violence gangrène de plus en plus le championnat local et particulièrement les Ligue 2. Cela dit, il est urgent de trouver une bonne formule. Il faut franchement travailler avec les équipes, parce que les équipes sont aussi responsables de leurs supporters. Il faut travailler avec les mairies, il faut travailler avec la police, il faut travailler avec la FECAFOOT. Donc c'est un gros chantier. Travailler sur la question des points, mais cette fois retirer véritablement énormément de points à certains clubs et surtout au niveau des amendes, aller avec quelque chose de conséquent, faire mieux que ce qu'on a fait avec le cas Unisport, parce que vraisemblablement le cas Unisport n'a pas permis de dissuader d'autres personnes. Plusieurs sanctions avaient été infligées il y a quelques mois à certains clubs et leurs responsables. Celles-ci, faute de rigueur, n'avait pas été respecté. Dans le souci d'apporter des solutions aux problèmes que traversent ces hommes à noir, il devient impérieux de poser des actes forts. La commission de discipline qui a frappé très très fort, hein. On va vous donner la parole, on va commenter ça, mais je préfère vous donner la dernière décision qui est sortie, la commission de discipline, et qui a frappé très très fort. Je vais vous donner vous lire une extenso. La commission statuant en matière d'homologation et de discipline et à l'unanimité des membres présents constate le manquement à l'ordre et à la sécurité par le club Lausanne. Et là, il s'agit du match Lausanne-Bafoot. Lausanne-Rangers de Bafoot, la commission dit, constate le manquement à l'ordre et à la sécurité par le club Lausanne lors du match l'opposant à Rangers of Bafoot, constate le comportement incorrect des joueurs Yannick Ngono Edou, dossard numéro 25, Adrienne Joriane Nietchou, dossard numéro 17, et l'entraîneur Noufessi Samuel Cyprien en raison des violences exercées par eux sur les arbitres du match. En conséquence, prononce la suspension des joueurs Yannick Ngono Edou et Adrien Jordan Nietchou de toute compétition pendant 2 ans à compter de la présente décision. Les condamne en outre à une amende de 2 millions de francs CFA chacun. Interdit l'entraîneur Noufessi Samuel Cyprien d'exercer toute activité liée au football pendant une durée de 5 ans à compter de la présente décision. Le condamne en outre à une amende de 5 millions de francs CFA. Ordonne l'exclusion du club AS Lausanne de toute compétition organisée par la FECAFOOT pour une durée d'1 an à compter de la présente décision. Le condamne au paiement d'une amende de 10 millions de francs CFA. Dit que le club AS Lausanne perd par pénalité le match l'ayant opposé à Rangers of Bafoot pour le compte de la 25e journée du championnat professionnel MTN Elite 2 et perd 3 points sur son classement général, marque 0 but pour et 2 buts contre. Avertit les parties qu'elles disposent d'un délai de 5 jours à compter de la réception de la notification de la présente décision pour en demander les motifs par écrit. Si les motifs ne sont pas demandés dans le délai imparti, la décision devient définitive et contraignante et les parties sont alors considérées comme ayant renoncé à leur droit d'interjeter appel conformément à l'article 82 alinéa 3 du Code disciplinaire. Monsieur, la décision est sortie ce 28 avril, comme vous pouvez le voir en image. Sanction très très lourde, on a frappé fort là pour AS Lausanne. Coach. Très lourd. Voilà. Moi, je suis vraiment inquiet. C'est vrai qu'il faut frapper dur, mais comme nous connaissons comment nous fonctionnent nos clubs, qui fonctionnent avec la poche d'un individu, il est difficile à ce jour qu'on puisse demander à un président de club, de payer une amende sévère aussi. Le club est sanctionné, lui-même il est sanctionné, le coach est sanctionné. Je crois aussi, à mon humble avis, que les décisions sont précipitées. Les décisions sont précipitées parce qu'il fallait vraiment qu'on descende, qu'on essaie de voir pièce par pièce ce qui a été fait.
Bon, il y a aussi que les présidents de clubs sont aussi pour beaucoup de choses, parce que l'esprit de gagner à tout prix entraîne souvent des conditions difficiles à l'activité sportive. Donc ça part du fait que quand les présidents de clubs ne savent pas contenir leurs supporters et tiennent un discours rebelle devant ces personnes, il est difficile que quand il y a un incident qu'on peut vraiment passer outre, laisser le corps arbitral décider, le public automatiquement va réagir et le président n'aura même plus assez de moyens pour le faire. Or, si on sanctionne par exemple un président de club et que qu'on ne peut pas définir qui est supporter de ce club et qui ne l'est pas, les supporters choqués par une attitude peuvent se rebeller et aller vers un autre point. Il y a plusieurs fois, j'ai suivi des plateaux où on parle de l'arbitrage. Tout à l'heure, un vétéran venait de parler de l'arbitrage pour dire que aujourd'hui, les formations ne sont pas respectées. On ne forme pas pour que quelqu'un donne la bonne qualité. À peine que tu arrives, on te donne des responsabilités que tu ne peux pas assumer. Il y a un passage, il y a un moment, il faut attendre qu'un arbitre atteigne la maturité pour que demain, il puisse prendre les responsabilités. Il suffit qu'un arbitre, il faut parfois voir, un joueur vient gronder à l'oreille de l'arbitre, l'arbitre prend peur. Il évite, il faut regarder s'il y a des situations comme ça. Donc, il n'a pas encore atteint la maturité. Maintenant, les sanctions qui sont données ne vont pas aider au développement du football. Donc, moi, j'invite la commission disciplinaire de la FECAFOOT à vraiment revoir les sanctions parce que c'est demander au club frappé de se retirer du football. Mais Aurélien, est-ce qu'on ne peut pas quand même s'interroger sur la célérité de cette décision-là, la rapidité avec laquelle cette décision a été prise, quand on sait qu'il y a eu des cas dans d'autres stades où on a décrié et parfois on ne s'est même pas prononcé, parfois on a mis du temps à se prononcer, mais de là quand même la décision qui est sortie, est-ce qu'on a eu le temps, je rappelle que le match s'est joué mercredi, nous sommes vendredi, à quel moment on peut s'interroger, à quel moment on a eu à faire ces enquêtes-là, savoir qui était qui au stade, au point de sortir des sanctions aussi lourdes, même si on condamne d'ailleurs avec la dernière énergie ces actes de violence. Non, je pense que ça dit que les torts sont partagés. Ça c'est aller vite en besoin. Et ça ne résout aucun problème. Parce que le problème parce que j'ai vu une situation au niveau du stade de Japoma. Je pense que quand on pense qu'on est encore à l'ancien temps. L'ancien temps était que quand vous étiez au stade de la révocation, la grille qui est là-bas, vous ne pouvez pas monter pour arriver sur l'aire de jeu. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, vous êtes au stade, à 2 pas, vous êtes dans le stade. À Japoma même, j'ai vu les Algériens rentrer dans le stade, ils avaient bu tellement de bière, la police était débordée parce que vous sautez, vous êtes sur la pelouse. Donc c'est des stades modernes. Et aujourd'hui, ces stades sont encadrés par des stadiers. Mais nous, on reste toujours avec l'ancien système. L'ancien système que nous, on a, c'est que les gens jouent, on pense qu'il y a une grille et pourtant, il y a la facilité pour envahir le stade. Je vais vous dire quelque chose. Ça allait vite en besoin. Pourquoi? Parce que rien ne prouve ici que les supporters ou les joueurs ou quoi que ce soit font partie, les supporters de Lausanne. Je vais vous dire, au niveau de l'arbitrage, les arbitres, il faut d'abord voir si ces arbitres ne parient pas sur les matchs de football eux-mêmes. Parce que vous pouvez parier sur un match où s'il y a un penalty, vous avez vos 700 000. L'arbitre parce que moi, j'ai eu dans les coulisses que des arbitres se prenaient d'abord en charge avant de voir s'ils pourront être payés. Voilà déjà l'une des causes. Et il y a aujourd'hui ce que nous appelons vulgairement au quartier le Njambo de football. Sa Majesté, vous voyez des gens qui sont assis au niveau des gradins. N'oubliez pas aujourd'hui que les gens vivent des paris de football.
Quand il vient s'asseoir là, il n'est même pas supporter de Lausanne. Mais selon ce qu'il a eu à cocher là-bas sur son ticket, et il voit que l'arbitre est en train de gâter, n'est-ce pas, de mettre en mal son pari, dans ce courroux, il s'associe pour taper sur l'arbitre et il n'a rien à voir avec ni Lausanne ni Bafut. Donc voilà d'abord ce qu'il faut observer, mettre, n'est-ce pas, fouiller à fond si jamais tous ces acteurs ne participent pas, n'est-ce pas, dans cette histoire de Paris. Et de deux, le football qu'on joue, c'est une manifestation publique. Quand vous organisez votre mariage, vous avez la sécurité, n'est-ce pas? Vous avez la sécurité. Est-ce que c'est la guerre que vous venez organiser? Mais pourquoi vous mettez souvent la sécurité? Parce que quelqu'un peut boire une ou deux bières. Il faut qu'il y ait des gros bras qui peuvent le mettre hors état de nuire pour que votre fête ne se... Mais comment se fait-il que Bafang a donné des signes précurseurs? Personne n'a rien fait. Ils sont passés à la suspension. Est-ce qu'ils ont résolu le problème d'envahissement des stades? Ils n'ont pas résolu. Le Tonnerre est parti jouer à Limbé. Un président est rentré sur l'heure de jeu, prendre un ballon. Je dis Tonnerre contre Opopo. Il a pris le ballon sur lui, du jamais vu. Il a récidivé ici. Mais voilà, mais quand vous le laissez donc se laisser aller, c'est la fédération camerounaise de football. Voilà. Pourquoi on contourne? Prenez des dispositions. Et quand un match s'annonce, par exemple dans mon secteur à Bodamou-Sadi, mais vous savez qu'il y a le commissariat central, qu'il y a l'Obessou, vous savez qu'il y a le commissariat du 12e là-bas, et il faut que vous vous rassurez de l'effectif et de vos stadiers, parce que les stadiers, ce sont ceux-là qui ne regardent pas les matchs, ils ont des blouses, n'est-ce pas, identiques, et qui regardent les spectateurs. C'est eux qui alertent la foule et se mettent ensemble pour bloquer. Mais ici, vous trouvez une rencontre avec 3 maigres gendarmes ou policiers. Oui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur 500 personnes? On parlait près de 4, maxi 4 gendarmes. 4 gendarmes peuvent faire quoi dans une foule où les gens sont venus, peut-être 500 personnes ou 700 personnes? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les gens courser. Et ceux qui ont joué leur pari et tout, qui foncent sur des arbitres. Donc, mais il faut qu'on arrête d'accuser la corruption. Je vous assure, je n'ai jamais vu un match. Vous avez vu les Algériens à Blida qui ont failli en découdre avec un arbitre. Ce n'est pas un problème seulement du championnat, mais c'est que c'est lui qui organise la manifestation, prend les dispositions parce que quand vous perdez un match, vous avez toujours quelque chose à dire. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un perdre un match et ne pas toucher, indexer un arbitre ou un faux quelque part. Mais tout ça doit être contenu, n'est-ce pas, par la sécurisation des hommes en noir, comme on les appelle. Tout ça doit être là. C'est la FECAFOOT qui expose les arbitres. Moi, je pèse bien mes mots. C'est la Fédération camerounaise de football qui organise la manifestation publique et ne prend pas les dispositions pour protéger les acteurs. Donc, il faut que ce problème soit résolu. Mais peut-être qu'ils sont en train d'attendre mort d'homme. Parce que là, ils résolvent ça. Qu'ils nous sortent la note des dispositions qu'ils prennent pour le prochain match. Voilà le week-end qui arrive. C'est-à-dire que le week-end qui arrive là, il y a des matchs que nous on appelle souvent coupe-gorge. C'est-à-dire les gens qui veulent aller au play-down, qui doivent aller au play-off, et ceux qui luttent contre la relégation. Quelles sont les dispositions que vous allez prendre? Les enfants des gens, les parents des gens qui sont des arbitres, qui vont aller arbitrer ce genre de rencontres, ne peuvent pas faire l'unanimité. Ils ne pourront pas, parce qu'il y a toujours un côté qui n'est pas satisfait. À vous donc maintenant de mettre, n'est-ce pas, une colonne de sécurité pour sécuriser, n'est-ce pas, vos arbitres. Vous croyez que s'il n'y avait pas la sécurité en Algérie, c'est que, comment il s'appelait pardon non, notre Gassama allait rentrer chez lui? Non, on sécurise parce que les gens viennent avec des projectiles et tout. Quand vous voyez au niveau des gradins, là, il y a tout genre de personnes là-bas. Vous ne pouvez pas les sensibiliser. Vous ne pouvez pas sensibiliser un spectateur quand il est dans l'émotion. Il veut que son équipe gagne ou il a fait son pari ou quoi que ce soit. Donc, il faut que la fédération prenne ses responsabilités. Malgré qu'on va toujours parler de corruption et de tout. L'arbitre peut se tromper. C'est un être humain. Mais sauf que le spectateur ne va pas pardonner parce que vous voyez aujourd'hui qu'au niveau de l'instance fêtière, on est allé jusqu'à mettre les VAR pour permettre aux arbitres d'être justes parce qu'ils ont compris que jusque-là les décisions sont contestées. Donc il faut que les gens comprennent que les arbitres sont exposés
Et quand il y aura un mort d'homme là, c'est les décisions aussi. Oui, ça ne sert à rien. Pourquoi ces genres de décisions ne sont pas arrivées à Bafang? Bafang a eu la brutalité comme ceci aussi. Le président est entré au stade, il a pris un ballon, il a stoppé un match. Les gens regardaient. Maintenant, il est... Voilà. Et entre-temps, il a eu cette sanction. Les gens se plaignaient qu'il vienne toujours au stade, malgré le fait qu'il a eu 5 matchs. Et il venait toujours au stade, il était dans les versets quand son club jouait, tout le monde regardait. Ça, on va où avec ce genre de championnat? Il faut que ceux qui veulent accompagner Samuel Eto'o jouent franc jeu. Il ne faut pas être seulement là fulgurant pour que les choses échouent et que c'est lui le seul comptable. Eto'o n'est pas là pour gérer le football, n'est-ce pas, sur le terrain. Il y a une commission, qu'ils prennent leurs dispositions. S'il n'y a pas d'argent, qu'ils parlent qu'il n'y a pas d'argent. Parce que moi, je vous dis, le déploiement mérite les moyens. Quand vous dites que vous allez déployer tout le GMI pour venir faire le cordon de sécurité, ça demande des moyens. Et quand vous donnez des maigres moyens, vous verrez 2 policiers qu'on va vous envoyer. Vous verrez 2 policiers. Donc il faut qu'ils mettent les moyens. On a dit qu'il y a les moyens. Voilà les stades qu'on a dans les projets. Mais ce n'est pas en laissant 2 gendarmes par rapport à une foule de 1000 personnes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça veut dire que les arbitres doivent réfléchir. Si jamais ils ont un syndicat, qu'ils revendiquent leur sécurité. Parce que quand vous mourrez là, on va suspendre une équipe. Vous êtes parti, hein? Vous êtes parti. Voilà, l'autre, j'ai vu, on a mis... il était sous soins intensifs et tout. Et peut-être c'est un père de famille qui a des enfants à la maison et tout, qui vont rester orphelins, tout simplement parce qu'il allait arbitrer un simple match. Donc il faut vraiment que les arbitres se lèvent d'une seule voix et revendiquent leur sécurité, n'est-ce pas, à partir même du stade jusqu'à la maison. Parce que vous voyez l'air de jeu. Vous pouvez sortir. Vous avez vu un match finir à Bepanda, à la sortie, un arbitre avait pris un caillou, ou c'est pas un projectile, à l'époque, ici, au centre d'unification. Donc il faut que les arbitres aient leur sécurité et qu'on garantisse leur sécurité avant qu'ils ne rentrent dans les stades. Ok, je veux, coach, vous allez prendre la parole, hein, parce que vous avez beaucoup de choses à dire également là-dessus. Mais je vous propose quand même de voir cet extrait. Il y a eu ce match aussi litigieux là, c'était Lausanne Rangers. Il y a un autre match ici à Douala entre la Dynamo de Douala et l'Unisport du Oncam. Match très arbitral, très contesté côté Unisport du Oncam. Il y a eu des actions quand même qui ont été contestées. Je ne sais pas si la réalisation peut nous montrer, peut nous faire rentrer sur ce penalty accordé à la Dynamo, qui a suscité la colère, l'ire des supporters de l'Unisport du Oncam, et même d'ailleurs la colère du président Donald Ngameni de l'Unisport du Oncam. Voilà ce penalty. Si on peut rentrer l'action, voilà. Là, le gardien est sorti, il a saisi le ballon. Je ne sais pas, vous êtes entraîneur de foot. Je pense que moi j'ai appris que quand le gardien sort et qu'il récupère le ballon, la première chose que le gardien doit sortir, c'est de toucher au ballon. Mais là, le gardien, il a le ballon, même il prend le ballon à sec, comme on dit, hein, de manière triviale. Il prend le ballon à sec, voilà ça, on va voir. Voilà là, il a pris le ballon. Mais là, et l'arbitre... Mais l'angle ne peut pas laisser voir s'il a pris le ballon en premier. Parce qu'il peut avoir le ballon en fin, alors qu'avant le ballon, il a... Il y a eu contact? Oui, je ne dis pas que c'est... Là, coach, on va regarder, on regarde. Là. Coach, on a vu l'angle. Quand on regarde... Coach, l'angle est à un retard. L'objectif même de ce gardien, c'est le ballon. Qui a le retard? Non, le joueur, l'attaquant a le retard. Parce que là, on revoit l'action, on revoit. Là, le gardien... Et là, il est sur le ballon. S'il vous plaît. Oui, allons-y. Ne me condamnez pas. On ne condamne pas, on est en train de... Je dis ceci. Si le gardien qui sort touche le joueur avant le ballon, il y a pénalty. Oui, c'est... Non, s'il prend juste le ballon, il n'y a pas pénalty. Quand on regarde cette action, je suis très mal placé pour dire si le gardien a pris soit le ballon en premier, soit il a touché le gardien, le joueur. C'est à ce niveau-là que je mets un bémol. Parce que sous cet angle seul, moi, personnellement, pour n'avoir pas été au stade, je ne peux pas mettre un jugement. Parce que cet angle ne me permet pas de voir autrement que le fait que, oui, le gardien a le ballon en main. Regardons aussi la position de l'arbitre. Hein. La réaction varie. On va insister sur cette action. Regardons la position. L'arbitre, il est de l'autre côté, il est en face. On voit bien qu'il n'est pas... Il est de dos. Il est de dos. Il est de dos. Ça veut dire qu'il est exactement comme moi, assis ici. Il ne peut pas voir... Mais là, il vient, on voit, il est certain, il vient déjà avec le doigt au point de pénalty.
À aucun moment, on voit il est des dos, comme vous voyez, et là, bam, là, il est directement, c'est penalty, il a directement pointé le point de penalty. Oui, le carton. Voilà, il a encore problème. Question là, je n'ai pas trop vu là. Il n'y a pas le carton. Il n'y a pas de carton. Et de deux, le juge n'a pas soulevé. C'est le gardien, c'est le dernier rempart selon la. Le juge n'a pas levé. Voilà, là on voit ces décisions-là. On voit l'action, il vient, bam, là le gardien prend ballon, l'arbitre pénalty, une fois. Le gardien a tout fait pour chercher rien que le ballon. Bon, de toutes les façons, vous voyez que ma question vous amène à regarder un peu plus que l'angle sur lequel vous avez regardé tout à l'heure. Oui. Maintenant, je vous ai posé la question, où est le carton? Si, d'aventure, il y a une faute. Cette faute mérite de facto un carton. Je ne sais pas quelle couleur, je ne donne même pas la couleur. Mais là, c'est rouge, puisque c'est... De facto, il faut un carton. Même si c'est un carton, il faut un carton. Donc, voilà, on a vu, hein, c'est vrai, le score du match c'était 3-0, ça, nous ne sommes pas en train de... Oui, et vous comprenez donc ici, où est l'intérêt pour l'arbitre de fausser ce résultat si jamais Dynamo mène 2-0, que ce soit 2-0, 1-0, Dynamo est en train de gagner. Que ce soit 3-0. Il peut faire l'erreur d'appréciation. On ne dit pas seulement que c'était pour favoriser l'un ou l'autre. Je ne suis pas en train de parler on n'est pas en train de parler de la Dynamo. La Dynamo, nous n'accusons pas la Dynamo. Nous n'accusons pas la Dynamo. Nous parlons de l'arbitre. Mais l'appréciation de l'arbitre. Calmez-vous, vous allez très bien. Calmez-vous. Nous sommes en train de réfléchir. Et c'est hypothèse, vérification. Quand on met une hypothèse, on vérifie, on voit si cette hypothèse, la vérification concerne est convenant et on tire une conclusion. Oui. Je dis ceci, Dynamo mène 2-0. Oui. Quel est l'intérêt pour l'arbitre de me donner un troisième but à Dynamo? Parce que Dynamo n'a pas besoin de 3 buts pour se qualifier. Je ne pense pas que c'était pas le troisième but de la Dynamo là. C'est le quantième? Je crois que ça va être le deuxième but, je pense. Bon, de la Dynamo. Parce que je sais le troisième but, c'est Malep qui le marque pratiquement à la fin. Mais je pense que ça va être bon. C'est le troisième, hein? C'est le deuxième. Oui, parce que la Dynamo marque le premier. Le deuxième, c'est penalty avec le joueur York qui marque le deuxième but. Et là, je le Malep marque le troisième. Même si c'est le cas, même si c'est le dernier but, même si c'est au dernier but qu'il y a eu, n'est-ce pas, cette faute, moi je dis bien, nous parlons de l'appréciation. Il y a deux fautes, n'est-ce pas, quand le gardien sort et que le gardien est sur le ballon. Et ce gardien, quand vous voyez comment il est sorti, il a rasé la pelouse pour couvrir son ballon. Et il arrive sur le ballon et les jambes sont pliées. Les jambes sont pliées pour vraiment marcher les jambes pour que le ballon ne échappe pas. Voilà, c'est le troisième but. Donc, vous connaissez ce que c'est qu'un but pour de match. Ça change tout. Ça change tout. Donc, je vous propose d'écouter. C'était un match, le président d'une sport très en colère. C'était un Donald Damini qu'on n'a pas vu souvent comme ça, qui s'exprimait au micro de notre reporter Raoul Taboufoué. Vous conviendrez avec moi que nous sommes juste les animateurs du championnat. Et aujourd'hui, nous l'avons encore constaté. Et sachez aujourd'hui que je n'ai peur de rien. Et je parle à cœur ouvert et à vive voix. Personne ne me fera rien. Ce que nous sommes en train de vivre dans ce championnat, ça va s'arrêter. Personne n'est venu accompagner l'autre. Nous sommes là, nous investissons énormément d'argent, mais on ne peut pas choisir dans un championnat les équipes qui vont monter. Et je pense que dans les prochains jours, je livrerai une conférence de presse pour mettre tout à terre. Et hormis ça, nous n'allons pas laisser cela comme ça. Si c'est comme ça que ça va se passer, nous tous nous irons en première division par la même voie. Et je comprends que mes aînés qui ont eu à créer le désordre dans le temps, je commence à les donner raison. Parce que vous ne pouvez pas justifier ce genre d'arbitrage. Et vous êtes d'accord avec moi, les rumeurs étaient déjà dehors des deux clubs qui allaient accéder en Elite One. Et aujourd'hui, nous voyons la vérité. C'est ça le championnat du présent Eto'o. J'ai honte et j'ai pitié du Cameroun. Vraiment, le Cameroun va tout droit vers la boue. Voilà. Là, c'est le président de l'Unisport du Honcam, M. Donald Damini, très en colère. Voilà. Et vous le disiez encore, il y a encore une dernière journée qui s'annonce extrêmement... Non, attendez, si vous prenez la décision, si la décision appliquée in extenso,
il n'y a plus d'enjeu. Parce qu'à partir de ce Lausanne qui était le challenger, l'Unisport n'est plus challenger. Puisque Lausanne a 34 à 36 points, Dynamo en a 37. Il y a une dernière journée. Il est possible que... Maintenant, si on retranche 3 points à Lausanne, et puis ça fait que Lausanne va redescendre à 33, en cas de victoire, il va remonter à 36, alors que Dynamo était à 37. Donc, ça tue. Ça tue de facto cette décision. Bon, heureusement qu'elle n'est pas encore exécutoire, puisque il faut les délais de 5 jours ne sont pas. Ils vont justifier quoi tel que c'est parti. Et puis, moi je pense que. Oui, j'ai apprécié tout à l'heure. Il y a encore l'enjeu parce que l'aigle du Mungo là, à combien de points? 33, même si Gaël aura 36, au même niveau que Lausanne, qui n'est plus dans la course. Dynamo est en 37. D'office devient le deuxième club à l'état actuel des choses avec la décision qui est... Oui, parce que Lausanne était le challenger J'ai suivi des réclamations avant le début de ce match. Unisport avait contesté cet arbitre parce qu'ils avaient dirigé un match et il s'est mal comporté. Et le président de l'Unisport a dit qu'il ne souhaiterait pas que ce monsieur dirige leur match. Maintenant, s'il a redirigé, est-ce que c'était fait sciemment? Mais à ce niveau-là, je peux vous faire une confidence. Les Astres ont recusé un arbitre contre Bamboutos et on l'a remis cet arbitre contre le dernier match de Dynamo, des Astres. Donc à ce niveau-là, il y a des choses qu'on ne peut pas facilement expliquer. Qu'on ne peut pas gérer là. Facilement expliquer. Je prends juste sur votre exemple, je donne le fait que le match, les Astres contre Bamboutos, l'arbitre avait été recusé, on l'a mis de côté. Mais le match suivant les Astres, tout cet arbitre est revenu. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Dernière journée, donc on jouera ce samedi et ce dimanche les matchs de la 22e journée. On a ça sur le tableau de la poule A au stade omnisport.com, comme vous le voyez, l'Aigle de la Ménois, Avion Académie, stade de Renard de Mélan, Coton Sport de Garoua, la Coton qui joue pour la première place du groupe au stade de Bamendia Bafoussam, tandis qu'à Banjoun, c'est Diko FC de Banjoun, UMS de Loum qui également s'est vu, là c'est confirmé, UMS qui perd 3 points à son classement. Au stade de Mboekele, la Colombo sportive de Ndiaye Lobo sera face au Canon sportif de Yaoundé qui tentera de consolider sa première place du groupe, tandis qu'à Bouddha, c'est un match entre PWD de Bamenda et Renaissance de Gomo. Dans la poule B, ça va se jouer dès demain samedi au stade de la réunification à Douala. Les Astres de notre ami Clément Zeko seront face à Yon Sport Academy, tandis qu'à Mboekele, AS Fortuna Bamboutos de Bouddha qui va tenter de reprendre la place de leader, puisque Gazelfa sera exempt pour cette journée. Gazel pour l'instant est premier du groupe, même si ça ne sert plus même à grand chose parce que là ce serait plus demi-finale, ce sera un championnat, donc premier, deuxième, ça n'a plus grand chose, ça compte que pour du beurre là maintenant. Au stade d'Olembe, il y a foot face à Dragon, et puis à la Fauve Azur Elite, Fauve du Baham, et à PGS de Faux, Union Sportive de Douala. Voilà les matchs pour ce week-end. Le classement, vous l'avez, comme je le disais, dans la première poule là. Dans la poule A, c'est le Canon de Yaoundé qui reste en tête, suivi de Coton Sport de Garoua. Les deux, avec le retrait de points à l'UMS de Lom, les deux bien partis. Coton et Canon bien partis pour les playoffs. Et dans l'autre poule, Gazelfa et Bamboutos également bien partis, même s'il faut vos clubs en embuscade. Voilà, derrière. Là-bas, le Littoral risque de perdre un club en élite. Voilà, c'est Avion Académie mal parti, tout comme le Léopard. Tout à fait. De Douala mal parti également. Heureusement que Dynamo est en train de vouloir boucher le trou. L'aide du Mongo va se maintenir, même si on boucher le trou. Parce que voilà. Allez, on va parler rapidement des Lions U17, la CAN U17. La CAN U17 qui va se dérouler à partir de demain, samedi 29 avril. C'est du 29 avril au 19 mai 2023, 15e édition de cette CAN U17 en Algérie. Le Cameroun qui sera logé dans le groupe C en compagnie du Mali et du Burkina Faso. Et le match d'ouverture aura lieu donc demain à partir de 21h GMT entre l'Algérie et la Somalie. Il faut dire que le Cameroun jouera son premier match lundi, le 1er mai à 18h heure de Yaoundé. Le Cameroun affrontera le Soudan à Annaba. Le jeudi, le Cameroun, jeudi 4 mai, deuxième match contre le Mali à partir de 18h toujours. Et le dernier match, ce sera le 7 mai contre le Burkina Faso. Voilà, au total, on sait que les Lions ont disputé
des matchs amicaux, 3 matchs amicaux du côté de Tunis, soldés 3 bons matchs, victoires lors des 3 derniers matchs, pas contre des minces clubs, hein, des clubs capés quand même, l'Espérance de Tunis, l'Étoile du Sahel, c'est des clubs quand même sur l'échiquier continental qui ont bravé quand même leur nom dans les annales. Mais là, quand on regarde les performances de Mazeko, je vais tomber à vos coachs, de cette équipe U17, on a quand même de l'espoir. Hein. Je ne vais pas dire mince espoir, on a de l'espoir. Oui, déjà que se qualifier pour cette compétition-là, laisser voir qu'il y avait du potentiel. Et maintenant, les nouvelles qui nous viennent lors de la préparation sont tellement bonnes. On marque des buts. Oui, qu'on peut espérer. Mais ce serait oublier qu'à côté, tous les adversaires font autant, se préparent autant que nous le faisons. C'est pas que parce qu'on a gagné des équipes locales au niveau de l'Algérie qu'on est suffisamment outillé pour passer au-dessus des autres. Non, espérons et souhaitons que cette bonne ambiance, que cette bonne allure soit conservée et que l'esprit lion les amène à pouvoir conquérir et conserver le titre qui est le leur déjà. Le Cameroun qui tentera de conserver son titre, hein, tenant du titre remporté en 2019, c'était face à la Guinée, 0 but avec les buts réglementaires. C'est un but contre 3 après les tirs au but. La Guinée qui plus tard avait été d'ailleurs disqualifiée. Et puis en 2021, la compétition n'a pas eu lieu en raison de la pandémie de Covid-19. Donc le Cameroun a encore le trophée. On va tenter de conserver ce trophée-là. On suivra avec beaucoup d'attention cette rencontre le 1er mai prochain, qui sera un jour d'ailleurs où on sera disponible pour tout le monde à la maison, les travailleurs. Allez, on va parler de quelque chose maintenant qui intéresse. On a parlé pour les autres, on parle pour nous-mêmes, hein, on le dirait de manière triviale. Les Warriors, messieurs, saviez-vous que Equinox a son équipe de football? Voilà. Et donc, l'équipe de football, les journalistes, animateurs, techniciens d'Equinox vont descendre dans l'arène. Ce sera demain contre l'AFEM, voilà, l'association des fans d'Equinox Média. Allez, il y a M. Comfo Cyril qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et bonsoir aux copanélistes. Je rappelle que vous, hein, c'est l'association, vous allez d'abord nous présenter l'association, il s'agit de... Alors, l'association Fans d'Equinox, c'est une association qui existe depuis 5 ans déjà. Oui, et entre-temps, nous menions des activités de manière un peu sourdine. Et récemment, nous avons obtenu la légalisation. Et pour fêter notre anniversaire, nous avons jugé bon de mener des activités. Et parmi lesquelles l'aspect sportif. C'est dans ce sens-là que nous avons contacté les Warriors de la maison Equinox qui ont accueilli favorablement et ont accepté de livrer ce match de gala avec nous. Ah, je vais revenir à vous. Hein. Il y a le président Seke de l'Aigle Royal du Mongo qui vient de nous dire qu'il y a une petite erreur. Il dit que la Dynamo a 37 points et qu'en cas de nul de Dynamo, en cas de nul, Dynamo aura 38 points. L'Aigle passe en cas de défaite de la Dynamo. Donc si l'Aigle perd et que l'Aigle gagne, si la Dynamo perd et que l'Aigle gagne, l'Aigle passe devant la Dynamo. Voilà. Parce qu'il dit en cas de victoire de l'Aigle du Mongo a 36 points. En cas de victoire, l'Aigle passe à 39 points. Et la Dynamo à 37 points. Si la Dynamo perd et que l'Aigle gagne, l'Aigle passe. Donc, puisque là, il faut rectifier. Voilà, merci au président Seke. Dans la Dynamo, on va jouer pour gagner. Hein. Bonsoir, président. Donc, les bons badges ne sont pas encore gagnés. Le nul même n'est pas permis. Voilà, il faut gagner. Parce que si l'Aigle gagne derrière, on ne sait pas, on va commencer, on va ouvrir les calculs. Président Seke, c'est... Merci au président Seke. On n'a pas le tableau. Voilà. Allez, on va revenir à notre ami. On parlait donc de l'association des fans d'Equinox Média. Oui, je disais tantôt que notre association existe depuis 5 ans et pour notre anniversaire, nous avons décidé de mener des activités tout au long de cette semaine. Et demain, notamment, nous allons avoir une rencontre de football contre les Warriors de la maison Equinox. Mais je dois rappeler que bien avant, nous allons d'abord rencontrer le régisseur de la prison de Newbell où nous irons déposer des dons aux prisonniers. Ensuite, aux environs de 13h, il y aura l'installation des délégations. Il y aura le mot d'ordre du président de l'association. Il y aura le mot de bienvenue du président de l'association. Il y aura le mot
du responsable Equinox. Ensuite, il y aura le match et après le match, il y aura la troisième mi-temps. Bon, la troisième mi-temps, ça ne concerne que les concernés. Ça ne concerne que les concernés. Bon, le match va se jouer, rappelons-le, hein, ce sera au stade TSF de New Bell. Ouais. Sacré-Cœur de New Bell. Effectivement. Voilà, et la collation, c'est où? Non, ça ne concerne que les concernés. La collation, c'est pour ceux qui auront joué jusqu'à la fin. Alors, voilà. Vous savez quand même, j'espère que vous vous êtes renseigné sur les Warriors, parce que les dispositifs côté Warriors ont été pris pour rentrer avec une victoire. Je pense qu'il faut... Vous êtes bien préparés, parce que les Warriors étaient en stage depuis fort longtemps. Donc, je rappelle que... C'est la question que nous se posons, si vous étiez bien préparés. Voilà, parce que là, le réalisateur de cette émission, Emos Fongo, peut-être que vous ne l'avez pas encore vu jouer, le cadreur, il est même les fourmis dans les jambes là. De toutes les façons, nous serons là à partir de 14h. Le match de coup d'envoi de la rencontre, c'est 14h. 14h. Stade de TSF. Oui. Equinox Warriors contre... Fan Club d'Equinox. Fan Club d'Equinox. Je rappelle que vous, dans le but de votre association, c'est de permettre aux gens... Permettre aux Camerounais divers horizons, diverses opinions, que ce soit politiques, religieuses, horizons du Cameroun, de la diaspora. Nous accueillons tout le monde. Voilà. Tous ceux qui ont la bonne volonté de pouvoir mener la chaîne Equinox plus haut. Voilà. On va dire au public, hein, vous voulez voir voilà, qui est Mosongo, Fabrice Loumou, Serge Alain Otou, Dallas Tiana, Nana Paul Sabin, tout le reste, tous ceux que vous regardez à la télé, que vous écoutez à la radio, et puis nos pompongers, toutes les belles filles d'Equinox que vous voyez à la télé, seront également là du côté du Stade TSF, d'en venir nombreux, encourager. Pas les fan clubs à encourager nous. Parce qu'eux-mêmes sont les fans de allez messieurs, comme faut. On sera là demain. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Tout comme je vais remercier le coach d'être également venu. Là, vous êtes l'entraîneur national natation. Voilà, de la Fédération camerounaise de natation et sauvetage. Merci d'être venu. Merci. On se retrouve demain. Demain, à partir de 10h, c'est 9h, 10h. On démarre à 9h. On démarre à 9h et nous voulons rendre le vif remerciement au PDG de Dreams Academy qui nous a ouvert tout son site durant toute la journée pour que nos activités aillent. Aujourd'hui, nous avons déjà des enfants, une centaine d'enfants qui, pour les faire nager, il nous faut plus de 3 heures de temps. Mais lui, il a trouvé que, au lieu que nous traînons, nous commençons à réfléchir, qu'on ait le bassin et des espaces qu'il a mis à nos dispositions. Nous tenons à lui donner, lui adresser des remerciements et que Dieu vraiment continue à lui ouvrir les portes afin que nous soyons. Je rappelle que ça se passera du côté de Gims Academy, complexe Gims Academy à Lorbesso. Allez, merci à vous, Aurélien. Oui, merci. Permettez-moi de dire un bonsoir au président Momo qui a organisé aussi du côté de Makepe avec l'association Sadifoot qui a joué avec les Warriors, qui a reçu les Warriors à Makepe derrière Cour suprême. Ah oui, je me souviens. Où on avait damé le pion Warriors, on attend le retour. C'est nous qui donnons le score. Et qu'on a un match de gala sous son haut patronage, Patrick Momo, n'est-ce pas, dimanche à 8h, et bien de choses à lui. Allez, merci coach. Encore, on sera là pour soutenir les astres de Douala. Mais demain, on sera ensemble, hein, parce que vous regardez. Non, oh là 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 là. Bon, allez, on aura un œil du côté du stade de la réunification. Oui, je vous le souhaite. Bon, je souhaite bon vent aux Warriors. Je regrette de ne pas être là pour pouvoir jouer. Monsieur, je vous invite pour la 3e mi-temps. Oui. Si son match se passe bien, parce que Pierre ne pourra pas descendre. Bon, allez. Merci à toute l'équipe dirigée par Emos Fongo, Dallas Tiana, Fabrice Eloumou, Marlise Minkomo. Voilà, et derrière toutes ces équipes-là, on vous remercie, hein, madame, monsieur, pour votre fidélité à ce programme. On vous donne rendez-vous d'abord demain 14h au stade TSF de Sacré-Cœur de New Bell pour suivre la rencontre entre les Warriors et l'association des fans d'Equinox Media. Et puis, vendredi prochain, nous serons encore là, 21h, pour faire le tour de l'actualité sportive de la semaine.